Bienvenue dans Débat court. Nous retrouvons une équipe de 4 intervenants pour répondre à ce thème qui nous est tous très cher et qui peut être vraiment douloureux dans le cadre des familles. Il s'agit de la phobie scolaire. Pour cela, je reçois d'abord Bruno Aissou, qui est donc coach professionnel. Et dans le contexte, Bruno, en tant que thérapeute, c'est évident que tu peux rencontrer ce type de situation. Et puis, tu es aussi, rappelons-le, le fondateur du tiers-lieu Futé, qui contribue et qui est dans la collaboration de la production de Débat court. Catherine Julien, professeure des écoles spécialisées, actuellement à la retraite. Tu as exercé dans le privé sous contrat, notamment avec la Fondation d'Auteuil, les apprentis d'Auteuil, pendant 40 ans. Oui, pas Auteuil pendant 40 ans. Non, mais... ça on est d'accord. On se disait ça hors plateau, finalement les enfants handicapés que tu reçois, les élèves, ne sont pas ceux qui souffrent le plus de la phobie scolaire. Non. Ouais. Non. Enfin moi, dans tout ce que j'ai vécu, non. Pas particulièrement. Par contre, les enfants en difficulté d'apprentissage, oui. Ouais. Ouais. Nous avons Laure Martignol. Alors Laure, on s'est déjà vu, mère de famille et puis psychologue. Hein. Donc l'occasion justement d'aborder cette question costaud. Parce que même sur le terrain familial, là, il y a eu quelque chose qui fait que vraiment la pertinence de tes propos sera importante. Alix, c'est une maman aussi. Bonjour Alix. Nous allons avoir comme professeur des écoles, Voilà. donc maîtresse dans le hors contrat depuis 17 ans. La joie de vous compter parmi les profs depuis cette année. Et puis mère de famille également. Voilà. D'accord. Effectivement, dans le hors contrat, nous avons effectivement ce genre de profil de recevoir des enfants phobiques scolaires. Parce que ça justifie finalement l'inscription et ils sont. Ça Parce les que rassure, les parents cherchent autre chose. Voilà. Parce que si l'école entre guillemets normale ne fonctionne pas, il faut trouver autre chose. Et les parents vont se tourner souvent vers le hors contrat. Je fais ma petite enquête pour pouvoir introduire notre débat et le mener. Et j'ai constaté à ma grande surprise qu'en maternelle, la phobie scolaire n'existe pas. Elle est très très rare. Elle se déclenche plutôt autour du CP et du primaire, ce qui me paraît assez cohérent dans cette réflexion. L'entrée en cours préparatoire vers 6 ans ou l'adolescence à l'entrée de 6e vers 11 ans, à l'entrée de 4e vers 13-14 ans. Là, ces catégories d'âge sont marquées par des étapes de maturation et il y a une perte de capacité de pouvoir être dans le groupe. Alors bon, on parle de phobie scolaire et d'une angoisse massive qui survient à la simple idée d'aller à l'école. Elle se manifeste typiquement au moment du départ de la maison par une crise de panique qui ne s'estompe que lorsque l'enfant est convaincu qu'il n'ira pas à l'école. Alix, je reviens d'abord vers vous, par délicatesse pour Laure, tout simplement parce qu'on va parler tout de suite certainement de faits vraiment vécus. Est-ce qu'ils sont nombreux, les enfants qui rentrent dans le hors contrat et dans le privé hors contrat, avec ce signe fort de phobie scolaire, ou alors c'est quand même une minorité ? Je dirais que c'est une minorité, enfin, de mon expérience. Et qu'est-ce que vous voyez, comment ça s'exprime cette phobie? Comment les parents l'expriment et l'expliquent pour justifier le fait de venir dans l'école? Alors en général, ils ne le disent pas, les parents. Enfin, moi, de l'expérience que j'ai eue, ils ne le disent pas. On a récupéré des enfants qui changent d'école. Les parents nous expliquent qu'il faut changer d'école. Bon, très bien, ils arrivent chez nous. Et puis, ce sont des bons élèves en général. Et donc, je me souviens d'une mère de famille à qui je dis, écoutez, c'est parfait. Le temps qu'il rattrape tout ça, je pense qu'il va finir en tête de classe. Et la mère me dit, mais en fait, ça m'est complètement égal. Il a passé l'année dernière coincé entre sa table de nuit et le sommier de son lit. Là, il chante sous sa douche, c'est ce qui m'importe. Et en fait, les parents nous l'avouent après. Je pense probablement de peur qu'on ne les prenne pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait partie du critère au cours des frères Montgolfier. Moins dans l'autre expérience, mais le cours des frères Montgolfier, ça fait partie du critère. Nous nous rendons compte, et c'est un signe fort pour nous, et on l'attend,
nous nous rendons compte au bout de 4-5 jours que les parents reviennent en nous disant « Écoutez, il faut qu'on vienne vous voir parce que jamais nous avons eu le comportement de notre enfant comme ça. » Moi, ce qui est étonnant dans ce qui a été dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est le fait de dire il n'y en a pas en maternelle, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas une coupure entre le fait de dire la maternelle et après le primaire. Il y a quelque chose qui, de fait, chez l'enfant, n'est pas naturel, qui s'apprend finalement. Et effectivement, le monde extérieur fait peur d'une manière générale. Oui, donc je te rejoins. Donc il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils arrivent à l'école, dans ce monde-là, c'est compliqué pour eux, toute cette histoire-là. Et puis c'est pas aussi simple que ça. C'est cohérent que l'enfant soit un peu paniqué par l'école autour de 6 ans parce qu'il va apprendre à écrire, il y a la pression. Il va changer du primaire au collège, il va avoir un peu peur, donc ça va être la 6e, donc 11 ans. Et puis 14 ans. Je veux dire, comment on accompagne du fait que l'enfant était chez soi, puis après il va trouver un autre environnement, puis encore un autre environnement, et un autre, et un autre, et un autre environnement. Donc c'est ces passages-là, en fait, qui sont difficiles chez les enfants, comme nous-mêmes d'ailleurs. C'est pas facile de changer tout simplement d'environnement. Est-ce que les parents sont surpris par un comportement d'enfant qui commence à révéler la phobie scolaire? Ils sont démunis? Normalement, ils devraient être préparés puisqu'ils savent qu'il y a différentes phases d'âge. De toute façon, quand un enfant réagit violemment à la maison, moi j'ai eu mon fils à son entrée de CP, un soir il s'est mis à hurler dans la douche « Je n'irai plus à l'école, j'irai plus à l'école, j'irai plus à l'école, elle est trop méchante, elle est trop méchante. » Ça rassure. Ah ouais, et bon voilà, après j'ai découvert qu'effectivement il se passait des choses dans la classe qui n'étaient pas supportables pour lui. On n'en a pas été au stade de la phobie scolaire. Mais une peur. Ah ouais, moi j'ai pensé qu'effectivement on allait rentrer dans la phobie scolaire, mais moi je m'y attendais pas du tout parce que il avait tout ce qu'il fallait pour rentrer au CP, il était accompagné dans la famille, enfin, et en fait c'est parce que c'était la relation et le lien entre l'enseignante et l'élève et la façon dont l'enseignant accompagnait ses élèves qui n'étaient pas bienveillantes pour eux, et lui, il savait que c'était pas bienveillant pour certains élèves, pas particulièrement pour lui, et il ne supportait pas. Et c'est vrai ce que tu dis, je rejoins ce que dit Bruno, parce qu'il a changé d'école, il a fait toute sa maternelle dans une école publique, il est rentré dans une école privée sous contrat au CP, et donc son environnement a complètement changé. Et lui, ça lui a donné encore plus de difficultés d'intégrer un contexte qui était différent, quoi, où il y avait moins de bienveillance, où il y avait... il s'est mis à hurler. Est-ce que c'est une maladie de notre époque moderne? Est-ce que ça existait mais on n'en parlait pas et on ne voulait pas l'entendre? La phobie scolaire c'est pas une maladie, hein, retenons bien, c'est pas une maladie. Ah, je suis content de l'entendre. C'est pas une maladie. Là où je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, moi je trouve qu'il y a aussi la différence entre de l'angoisse ou des phases d'anxiété normales, notamment dans les changements de niveau ou de changements d'école, qui sont plutôt normaux, qui n'ont pas forcément un impact très, très violent qui peut amener sur des crises paniques carrément. C'est deux choses différentes. C'est vrai après que sur les phobies scolaires, le fait que la maîtresse soit méchante ou qu'on se moque de l'enfant, qu'il y ait des surnoms qui fassent rire la classe, qu'il y ait des maux de tête qui apparaissent, des mal au ventre, des choses comme ça, jusqu'au jour où vraiment clairement je ne veux plus y aller, et c'est une opposition et un message clair, hein, vraiment, qui peut être très violent. Ce sont des choses différentes qu'on ne voit pas toujours venir, effectivement, qui peuvent s'installer petit à petit, qu'en tant que parent, là je parle plus comme parent, on voit, mais on minimise parce que bon, voilà, avoir mal au ventre, bon, en ce moment il y a les gastro, la maîtresse est méchante, oui, enfin bon, d'accord, mais ça peut passer. Un camarade m'embêter, oui, bon, d'accord, on ne va pas en faire toute une histoire, c'est pas grave, voilà. Et puis tu veux pas aller à l'école, on te demande pas ton avis, tu vas à l'école, c'est comme ça, c'est bon pour toi, tu dois y aller, et puis voilà. On en est petit à petit à même aggraver peut-être les symptômes qui petit à petit s'installent pour se transformer vraiment en une phobie dite scolaire, en tout cas pour le cadre de l'école, quoi. Et c'est ça qui est dur aussi en tant que parent, parce qu'on n'est pas toujours
informés, et même si professionnellement on connaît certaines choses, on ne voit pas toujours venir. Et quand on demande au médecin, parce qu'il faut justifier quand on est absent de l'école, bien sûr, il faut justifier. Oui, mon enfant n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas venir à l'école ou parce qu'il avait mal au ventre. On ne peut pas toujours justifier, en tout cas dans le cadre qu'attend l'éducation scolaire, enfin à l'école, pourquoi l'enfant n'est pas venu, pourquoi il est absent, pourquoi ça se répète. C'est pas. Moi, je pense qu'il y a le côté de l'enfant. S'adapter à l'enfant et son rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire vite et rentrer dans des cases pour dire il faut aller en maternelle, puis après on rentre en primaire, puis après. Avec les environnements qui peuvent aussi là changer et rencontrer des personnes qui accélèrent finalement l'angoisse, l'anxiété et je dirais la société en général. Au-delà de ce qu'on parle aujourd'hui du Covid, etc. C'est pas simple notre société. Il suffit d'entendre les médias tous les jours pour entendre que des choses négatives. Donc c'est pas facile pour nos enfants, mais c'est pas facile aussi dans le sens où on ne s'adapte pas et on leur permet pas effectivement de se dire il y a peut-être un laps de temps plus long dans l'apprentissage à les rencontrer, la sociabilisation d'une autre façon que le cocon familial et de s'ouvrir à d'autres choses. Il faut absolument qu'ils soient en maternelle à 3 ans. C'est pour ça qu'effectivement, dans le sujet de 2 ans à l'école, non, pas pour tout le monde. Il y a des élèves qui peuvent être adaptés à ce système. Mais n'allons pas généraliser quelque chose qui ne peut pas être généralisé. Et on peut trouver des alternatives aussi pour faire en sorte que les enfants continuent à apprendre, malgré qu'ils ne soient pas forcément dans le système scolaire dit normal, quoi. Et dans le sens inverse, moi j'ai eu beaucoup d'enfants sortis de l'école normale, enfin dite normale, publique ou privée sous contrat, c'est la même, puisque ce sont les mêmes programmes, parce qu'ils n'y apprenaient rien. Alors quand tu dis, Bruno, il faut se mettre à son rythme de l'enfant et peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps, mais il y a toute une partie des élèves qui ont envie d'apprendre et d'apprendre plus vite et qu'on ne leur répète pas 15 fois la même chose et qu'on ne fasse pas une notion par semaine parce qu'ils s'ennuient et que cet ennui, il va se transformer d'abord en bêtises, parce que pour se faire remarquer, ils vont commencer par faire des bêtises, bon, ça n'est pas très grave, mais ensuite en phobie scolaire. Et ça, j'en ai vu plein, dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui se passe ? Et dans une classe, dans un effectif où ils sont 30, ça ne se voit pas forcément. D'où l'explosion des écoles comme la nôtre, par exemple le cours des frères Montgolfier, où effectivement, quand l'enfant arrive le matin à sa tête, on voit ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Enfin, ce qui va pas. Donc la chose va être réglée très très vite. Et on ne va pas effectivement se dire au bout de 4 mois, oh là, on est dedans, on n'a pas vu venir. Enfin, je veux dire, chez nous, ça ne peut pas exister. Mais la lenteur du programme et l'abêtissement des élèves dans l'instruction ça peut provoquer ça. Oui. Ah, mais complètement. Mais moi, vous voyez, regardez, on décrit une répartition en tiers des différents cas. D'abord, il y a un tiers qui évolue vers un trouble psychiatrique, donc c'est quand même pas très réjouissant, franc, comme les troubles anxieux, la dépression ou un trouble de la personnalité. Un tiers se rétablit très favorablement. Et un tiers se rétablit, mais garde des difficultés d'intégration sociale ou professionnelle. Et donc, il est dit que le risque de marginalisation sociale et de délinquance sont augmentés dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est comme le serpent qui mord sa queue, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui est un petit peu compliquée, là. Mais c'est pour ça qu'on parle de, pour moi, on dit phobie scolaire, mais je dirais c'est l'anxiété et de l'angoisse, tout simplement. Après, on a tendance à prendre des grands termes, des grands mots. Mais ce n'est pas qu'à l'école. Oui. Ces enfants-là, on peut avoir des difficultés de sociabilisation dans toute situation. Ça aussi, mais parce qu'on parle de l'école, mais il n'y a pas que l'école. Il y a aussi le domaine familial et de l'éducation qui renvoie aussi peut-être à l'anxiété de la famille, au sein même du cocon familial, des difficultés parfois, ou pas d'ailleurs. Ce que je ramène de l'école et la réaction de la après, famille. L'école peut être un vecteur où ça va se déclencher là. Mais en même temps, c'est pas forcément ça qui déclenche le fait d'avoir cette angoisse et cette anxiété. Il y a quelque chose d'autre qui renvoie, et c'est pour ça qu'effectivement, qu'il y a peut-être un tiers qui iront vers des formes plus sévères en psychologie, ou en tous les cas dans la psyché, mais il y a effectivement beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans une problématique liée aussi d'abord, je dirais, à la cellule familiale dans ce qu'elle vit dans sa société. Il n'y a pas que l'école, quoi. Il y a tout un tas d'autres environnements, quoi. Oui, alors, oui. Oui, vas-y. J'allais dire, dans l'école, puisque là on parle
parle de phobie scolaire, dans l'école, il peut y avoir des sources directes qui amènent à la phobie scolaire et qui peut, dans l'autre sens, développer une anxiété généralisée, par exemple, sociale ou autre. Je veux dire, on peut trouver une source de phobie d'anxiété généralisée, par exemple, à l'école. Que ce soit un harcèlement, que ce soit effectivement des programmes non adaptés, une perte de sens. Voilà, on peut en trouver plein. Mais ça peut être dans les deux sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs sources. Ça a tendance à se généraliser si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, à identifier les causes, à essayer de parler dessus, etc., à être accompagné par des professionnels et des professionnels à l'intérieur de l'école, justement. Parce que là aussi, les parents ont une attitude, effectivement, par rapport à ce que l'enfant ramène de l'école, mais les professeurs également. Un professeur qui n'est pas du tout... on ne parle pas de formation à ce niveau-là, mais quelqu'un qui ne fait pas attention, ou qui voit juste un enfant pertinent, ou qui n'écoute rien en cours, ou qui semble ne pas du tout s'intégrer à la classe. Voilà, il n'y a pas forcément ce pourquoi, quelles sont les causes. Je donne un surnom à l'élève, ce n'est pas bien méchant, il ne va pas prendre la mouche. Enfin, ça peut être des choses comme ça insidieuses et qui peuvent vraiment cataloguer et mettre... Accentuer, mais cataloguer l'enfant au lieu de l'aider, l'enfoncer. Moi, j'ai assisté à des conseils de classe où on m'a dit oui, cet élève, c'est pas normal qu'il soit déjà absent sans vraiment de justificatif. Et puis, pourquoi il n'est pas étiqueté, en tout cas, pourquoi on ne l'a pas signalé comme décrocheur scolaire. Ça peut aller très loin sans forcément chercher à comprendre. Et voilà, en faisant un écrémage comme ça et en rendant les choses encore pires. Je pense quand même que l'époque, on va revenir sur le témoignage personnel, mais je pense que à l'époque que l'on vit, moi je reste persuadé que quand même notre manière d'interpréter et de maintenant rester vigilant sur la phobie scolaire est beaucoup plus développée. Pour ma part, dans les années 70, moi dans les années fin des années 70, début des années 80, ma scolarité a été un cauchemar. Et on l'a mis sous couvert tout à fait légitime de paresse, mais cette paresse a été provoquée par quelque chose de très clair, c'est que j'avais un nom à rallonge et que j'étais le monsieur le comte dans le collège en 6e, 2 6e, 2 5e, une 4e, une 3e, 4 établissements. Pour moi, on est dans ce que l'on appelle la phobie scolaire. C'est-à-dire que les parents m'ont protégé, se sont dit le redoublement, etc. Et l'école ne voyait que le gamin qui ne bossait pas, etc. Moi, ça m'a donné le bénéfice aujourd'hui de comprendre qu'un enfant peut souffrir à l'école. Et que je suis hyper attentif à ça. Tant mieux pour eux. Et quelque part, tant mieux pour moi, parce que j'ai fait l'expérience d'une réalité humaine qui est très belle et dont il faut prendre soin. Là, ce n'est pas pour la gloire que je dis ça, mais c'est pour vous dire que quand même, dans mon histoire, moi, je me souviens d'une scolarité très, très difficile. Et qui n'est pas que seulement réduite à une histoire de paresse. Et on ne parlait pas à mon époque de phobie scolaire. On parlait de paresse, d'enfants qui ne travaillent pas, qui est pas sage et qui fait tout le temps des histoires. Tout le temps des histoires. Un cancre. Voilà, exactement. D'ailleurs, on m'appelait cancre. Et on m'appelait seulement une fois, on m'a reproché une absence, et on m'a appelé renard. Parce que moi, j'étais rappelé une campagne, et le renard, c'était celui qui jouait l'école buissonnière. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on en parle autant que ça. On en parle plus, mais autant que ça, je ne suis pas sûre parce qu'il y a toujours des réflexions qu'on peut entendre. Oui, ton gamin, tu l'écoutes trop, ou les enfants d'aujourd'hui, on les écoute un peu trop, ou tu en fais trop pour lui. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là encore aujourd'hui. Et ne serait-ce qu'au niveau du diagnostic posé de phobie scolaire, c'est parfois le parcours du combattant et ce n'est pas forcément reconnu. Effectivement, on va voir surtout un gamin qui ne bosse pas ou qui... je pense que ce n'est pas encore bien... On en parle un peu plus, mais ce n'est pas ça. On culpabilise beaucoup encore. Un enfant qui est intéressé à l'école ne peut pas tomber dans la phobie scolaire. Et quand on tombe dans la phobie scolaire, c'est que ce qu'on vous raconte à l'école n'est pas intéressant ou pas adapté. Ou alors nos pères, les pères des élèves, PAIRE-S, eh bien, on dit toujours, les enfants entre eux sont cruels. Ouais. Et il n'y a pas d'adultes qui pondèrent les choses. Il n'y a pas d'adultes qui ont la compétence éducative de dire, là, attention, on protège l'un,
on responsabilise l'autre, etc. C'est-à-dire, ça aussi, dans la phobie scolaire, ça se déclenche. C'est-à-dire, la cruauté en récréation. C'est le harcèlement scolaire qui entraîne la phobie scolaire. Oui. Alors avec en plus les réseaux sociaux, c'est quelque oui. chose. Hein. Ah, oui. Je pense que les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Hein. Amplifié. Bah, il paraît, Oui. il paraît. Tout petit ton expérience de maman face à finalement à une période de phobie scolaire chez un de tes enfants, peut-être? Période un peu longue. Longue quand même. Oui, quand même, hein, tout le collège. Hein. Donc oui, Ah c'était oui. un peu long. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on essaye différentes choses parce que le but, on ne se pose pas la question, le but c'est tu vas à l'école, il faut y aller, comme je disais tout à l'heure. Donc on essaye différentes choses, on essaye de parler, on essaye de rassurer, on essaye de comprendre, on essaye d'échanger. Et puis au bout d'un moment, on met les punitions parce qu'il faut que ça avance, que ça bouge. On estime que parce qu'il n'a pas envie, parce que des fois l'élève, enfin l'enfant ne met pas toujours les mots aussi hein, sur cette peur que lui-même, parfois il est débordé, hein, la gestion des émotions là, et du coup on passe un peu à l'offensive, quoi. C'est nous les parents, on décide et tu vas à l'école. Donc on peut arriver même à être, je pense, maltraitant envers l'enfant. Parce qu'on se dit, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. C'est tout le temps le même circuit, et le même cinéma, cinéma et cirque. Et du coup, un matin sur deux, et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on passe à la manière forte. Et, tu changes d'établissement dans ces cas-là? Tu as changé d'établissement? Pas encore, parce qu'on essaye d'être soutenu au niveau par différents professionnels. Il suffit en plus qu'il y ait d'autres problématiques au niveau de l'enfant qui au départ ne sont pas liées. Donc on essaye de comprendre, on essaye de demander de l'aide, en fait, c'est ça, sans pour autant poser de diagnostic réel, sans pour autant avancer, et avec ce mal-être qui se développe, avec des symptômes qui sont plus présents, qui se développent. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, et on dit toujours pareil en tant que parent, mais c'est vous qui décidez, quoi. Il faut, voilà, tenez votre rôle de parent, et puis on se sent un peu en échec, voilà. Et jusqu'au jour où on se voit physiquement mettre notre enfant, le virer du lit, et physiquement et violemment. Et là, on se dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Ou alors, une fois, prendre le temps de l'amener au collège, parce qu'il s'est fait embêter aussi sur le chemin du collège, et voir l'enfant comme ça qui part dans une crise panique. Et là, on se dit, non, stop, stop. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, on pense à un moment donné, est-ce que ça vient aussi de l'école? De l'école où il est? Bien sûr, très bien de l'école. Voilà. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. On se pose des questions après, et puis on a des éléments qui viennent petit à petit. On ne sait pas forcément qu'il se fait réellement harceler. Ça a été caché parce que l'enfant le cache. Il ne veut pas inquiéter davantage ou rajouter des problèmes. Il y a tout un tas de choses. C'est pas si simple que ça. Par contre, quand on voit certains symptômes chez le petit frère apparaître, là on est plus attentif. J'espère pas. J'espère pas, non, parce que sur 3 enfants. Mais c'est vrai que non, on ne se pose pas la question. Mais effectivement, l'ennui, je pense, joue un rôle aussi. L'ennui en classe? Oui. Bah, bien sûr. Mais c'est énorme. Un enfant qui va s'ennuyer, c'est différent qu'un enfant qui aussi subit des brimades ou autre chose. Oui, je suis d'accord. Quand même. Ouais. Mais le rôle des professeurs est important à ce niveau-là, autant pour les parents que pour l'enfant, parce qu'il y a risque de décrochage, il y a risque de changer d'école, mais de reproduire. Voilà. Bruno, pour aller dans l'expérience personnelle, j'ai une fille qui a 4 ans et qui est en maternelle. Depuis qu'elle va à l'école, donc à la maternelle, ça se passe pas bien. Voilà, ça se passe pas bien parce qu'elle est hyper dans l'empathie. Donc nous, on la lève le matin, elle n'a pas envie d'aller à l'école. Quand elle va à l'école, elle n'aime pas trop échanger avec les gens, avec les autres enfants, du fait d'avoir peur effectivement des retours, etc. Et donc elle s'isole petit à petit, petit à petit. Et je pense que nous sommes collectivement avec l'école et surtout nous, en train d'en faire potentiellement un enfant qui va avoir une phobie scolaire. Et pour autant, effectivement, ce n'est pas l'école en elle-même. Pour moi, il y a d'abord aussi le profil de l'enfant
qui renvoie effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rythme aussi de l'enfant et de ce qu'il est. Et on n'a pas suffisamment, à mon sens, les outils éducatifs, c'est-à-dire les écoles, etc., aujourd'hui, alors peut-être de plus en plus, mais qui permettent effectivement d'aller emmener son enfant dans des endroits qui permettent d'avoir un environnement adapté au rythme de l'enfant. C'est-à-dire que pour elle, c'est trop ce qu'elle fait. Ben, bien évidemment, ce type d'école. Parce que c'est trop pour elle de se retrouver à 30 dans une classe, d'où elle vient, ben, elle ne peut pas s'exprimer, elle a du mal. Et donc, du coup, elle va en faire une difficulté. Et quand je lui dis « Est-ce que tu as envie d'aller à l'école ?» Non. Quand je l'ai emmenée au cours des frères Montgolfier, elle a envie d'y retourner. Pourquoi? Bah parce que... Non, mais parce qu'il y avait 6 élèves. C'est ça. Parce qu'elle avait la liberté aussi de passer de quelque chose à quelque chose d'autre. Et puis il faut aller en douceur. Moi, je crois profondément... C'est pas une course contre la montre, quoi. Saint-Exupéry a parfaitement raison à travers Le Petit Prince de dire l'adoption, l'apprivoisement plus exactement. Pas l'adoption, mais l'apprivoisement. Mais moi, je vois très bien, sans sortir des grands secrets, cette petite fille, le premier jour, le directeur, c'est impressionnant et tout. Moi, j'en jouais un peu aussi. Alors, tu dis bonjour. J'ai eu un bonjour. Bon, un tout petit bonjour. Le lendemain, ça a été un bonjour. Et alors, à ce moment-là, Bruno dit, tu dis, monsieur le directeur. Sinon, là, ça va être la totale, là. Donc, et là, maintenant, elle est passée, la dernière fois, c'était monsieur le directeur, après, à plus en finir pendant toute la journée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on laisse aussi l'enfant, on montre que l'on attend quelque chose de précis, mais on le laisse aussi. C'est-à-dire on lui dit, voilà l'objectif, voilà ce que j'attends de toi, mais maintenant, tu vas avoir le temps, tu as ma bienveillance et surtout ma présence et mon attention, je ne te juge pas, mais j'attends. Voilà. Alors on a aussi, nous effectivement, la liberté, d'abord, ils ne sont pas en classe, pas autant en classe, on ne peut pas gérer... Donc, quand on gère 6, 8, 10 élèves, ce n'est pas 35. Enfin, je veux dire, non, puis vraiment, clairement, c'est un grand bonheur. Et nous avons quand même, nous, la liberté de l'enseignement, qu'ils n'ont pas dans les écoles publiques ou privées. Voilà, et on court après un programme. Il y a un rythme différent. Il y a un rythme différent. On a cette liberté surtout. Quand l'élève il vient et qui fait français, maths, histoire, géo le matin, puis après il se retrouve à sortir, puis après... Enfin, il y a tout un rythme qui doit être réfléchi aujourd'hui. Et moi, je pense qu'effectivement, pour en faire la publicité du cours des frères Montgolfier, même si je ne suis pas là pour ça, mais effectivement, c'est là où c'est innovant. Mais c'est aussi expérimental. Et je pense qu'il faut capitaliser sur justement le fait de voir ce qui s'y passe et de pouvoir transmettre demain justement pour améliorer et transmettre à d'autres écoles pour qu'elles puissent faire ce type de choses. Parce qu'on n'est pas les seuls à faire, en son époque, Montessori et les autres, on fait déjà de belles choses. Oui. Mais je pense que c'est le rythme de l'enfant. On a une liberté d'enseignement. Ah bah, bien sûr. Que n'a pas l'école publique et privée sous contrat. C'est-à-dire que nous, dans une même classe, on adapte aussi le niveau. Enfin, nous, on leur apprend des montagnes de choses. Le respect de chaque élève. Exactement. La conjugaison, la grammaire, les produits en croix, tout ça, ce qui est strictement interdit, on le fait. Pourquoi? Parce que ça structure leur esprit et donc ils ont un intérêt, une curiosité à apprendre. On a cette audace. Ouais, c'est que les autres en manquent beaucoup parce que quand même, c'est juste... On rentre pas sur ce terrain. Dans le politiquement correct, on va dire on a une audace. De belles choses. La difficulté pour moi, c'est comment on fait en sorte demain, puisque si les enfants s'épanouissent dans des systèmes comme cela, pour qu'ils renvoient dans un autre système scolaire dit normal et qu'ils puissent s'adapter. Parce que c'est ça la difficulté pour moi. C'est quand les enfants, moi je sais qu'avant que le cours des frères Montgolfier existe, je m'étais intéressé à Freinet et Montessori et j'ai vu plein d'enfants qui pouvaient avoir cette éducation et cet enseignement dans leur première année de scolarisé. Et puis quand ils arrivaient au collège... Là, c'est carrément encore plus difficile pour eux, quoi. Donc, c'est de quelle manière aussi on accompagne après de ce qui se passe. C'est aussi une volonté politique. C'est une vraie volonté politique que l'école publique enseigne des trucs intéressants. Nous allons arrêter là. Pour éviter la phobie scolaire. Exactement. Nous allons arrêter là parce que nous avons quand même dépassé de 7 minutes. C'est terrible, mais merci d'être resté bien fidèle à notre émission. Débat court donc s'achève ici, mais je prends le temps de remercier toute l'équipe technique, notamment notre réalisateur et producteur Jules Badarani, nos 2 ingénieurs du son, Dante Ray et Nathan Cugnier, notre chef de plateau Vincent Folbaum,
Et puis, attention, nous avons 3 élèves du cours des frères Montgolfier, 5e, 4e, plus exactement 4e, nos 3 élèves du ballon, qui ont tenu les caméras et qui sont donc les cadreurs, à savoir Vincenzo, Van et Xavier. Voilà, comme quoi nous sommes très fiers. C'est un bon apprentissage. Vous likez, vous vous abonnez et vous partagez très généreusement. À très bientôt.